Et est-ce que donc le nom de Paris viendrait de Bar Isis, Parisis? Bar Isis, c'est-à-dire la barque d'Isis, c'est une Ouais, évidence. c'est une évidence, Bien d'accord. sûr, il suffit de regarder l'île de la Cité, qui a la forme d'une barque et qui coule, comment dire, dans le sens solaire. Mm. Donc c'est comme si elle naviguait vers le soleil, cette île-là. Ouais. Il faut savoir également que le premier édifice qu'on a trouvé dans cette ville-là, à l'époque où elle s'appelait Lutèce, c'est comment dire, l'hôtel des nautes. Les nautes, c'est des nautonniers, c'est-à-dire des gens qui travaillent sur un bateau. Donc on a trouvé des figures qu'on trouve aussi en Égypte, mais transposées dans le contexte. Alors il y a autre chose à savoir, c'est que nos druides étaient très très collés aux Égyptiens, prêtres égyptiens. Voilà. Ah oui, il y avait Oui, bien des sûr. échanges donc entre les druides et les prêtres Bien égyptiens? sûr, c'est que D'accord. toute cette communauté, même avec les brahmanes ultérieurs, tous ces gens savants se connaissaient. Ce que je vais montrer dans le film suivant, ça va être l'épouvante. Je vais montrer que, certes, l'équateur penché ne recouvre pas tous les sites, mais tous les sites, ils sont coordonnés. Maintenant, il faut penser comme eux pour le connaître. Voilà. Je donne un petit scoop, allez. Ah, quand même. Stonehenge est à la même hauteur sur la Terre que Nebra. Les bras. Nebra, c'est en Allemagne, et on y a trouvé un disque de métal, du bronze, de l'or, et c'est la première figuration réaliste du ciel, en termes d'astronomie. La curiosité, c'est que Nebra, c'est de l'égyptien, Neb, c'est le couffin, le panier, Ra, Ah, c'est du c'est soleil. soleil, oui. Oui. Or, justement, on trouve le soleil comme figuration principale là-dessus, et on trouve des constellations, et il y a une computation subtile. La première, elle saute aux yeux, c'est que le périmètre du disque de Nebra fait 1 mètre. Il y a un gros problème. Quand même, c'est 27 siècles avant notre ère, au minimum. Donc le mètre est certainement un lien, de toute façon je le démontrerai dans les films, entre l'unité, sans aucune valeur autre que l'unité, c'est-à-dire sans valeur métrologique, mètre, kilomètre, centimètre, pied, yard, on s'en tape. Mais le résultat, c'est qu'il y a un lien entre cela, l'accoudée et les mathématiques usuelles. Et les lettres. Et les lettres en elles-mêmes, Mais ouais. Ouais. oui, mais oui, mais oui. Parce que les lettres, alors justement, En toi- arabe, c'est évident. Pourquoi les Arabes ont-ils un alphabet de 28 lettres? Ça se lit sur les drapeaux musulmans. C'est la Lune. On appelle les 28 mentions de la Lune, ce sont les 28 jours qu'il faut à la Lune pour revenir au même endroit de l'espace par rapport à la Terre. Donc il y a des liens comme ça. Nous, 26 lettres de notre alphabet, c'est parce que la numération hébraïque du nom divin vaut pour 26. Des choses comme ça. Et que c'est en plus le nombre atomique du fer. Parce que les Gaulois ont hérité de l'art du fer. Ils sont même allés l'exporter jusqu'en Égypte, des choses comme ça. Mais comme on nage dans une fausse histoire, ce que je dis apparaît comme délirant. Alors que c'est moi, ce que je vois de l'histoire qui est enseignée, c'est la plupart du temps totalement délirant. parce que ça voudrait dire, donc des Égyptiens, ils viennent en France, Il n'y a pas de comment ça frontière à ces Il n'y a pas de époques-là. frontière en fait, Il n'y oui, a c'est pas de ça. Ouais. frontière. La seule frontière réelle, écoutez bien, c'est la frontière entre l'ignorance et le savoir. Une chose que l'on sait, personne ne peut nous la retirer. Premier aspect. Deuxième chose, on n'a plus besoin de croire. On n'est pas assujetti à la volonté de quelqu'un d'autre parce que le vrai, on le possède ou on ne le possède pas. Or, c'est ça qui guide la vie humaine. C'est l'amour du vrai en profondeur. Ceux qui n'aiment pas le vrai, ce sont ça les ennemis du peuple. Voilà, ceux qui mentent, qui manipulent, comme le Gollum chez nous, ceux-là sont à bannir. Je ne veux pas tuer machin, truc ou bidule. Je dis, ces gens-là sont des malades, ils ne vivent pas. Ils font semblant. C'est des ersatz, c'est du Canada Dry, alors qu'il y a de l'alcool. Voilà. Donc ça veut dire, oui, effectivement, là, il n'y a pas de frontière. Donc en fait, cette civilisation, elle s'installe dans plusieurs endroits, c'est ça ou c'est... Non, elle est partout Elle sur est la partout planète. sur la Elle est planète. partout, elle est partout. Je vais donner un autre exemple. Il y a au nord-est de l'île de Pâques un mont qui est un ancien volcan, qui s'appelle Poike. Oui. Poike. Bah, ça, c'est du hollandais actuel. Et ça a le même sens au hollandais. Donc cherchez en hollandais Poike et vous allez voir que ça correspond à un chaudron à l'ancienne que trimbalaient les marins pour se faire cuire de la bouffe. Et ben, un volcan et chaudron, comment dire, la base sémantique est la même. Comment se fait-il qu'à l'île de Pâques, on ait un nom comme ça
Alors, ce qui est d'autant plus Qui est curieux, un nom des indigènes, bien sûr. oui, Ouais. c'est des Rapanouis, puisque ça, voilà. Mais l'intérêt de la chose, c'est de savoir que Jacob Roggeveen, qui est un Hollandais, lui va découvrir ça et va se dire, mais attends, ces gens-là parlent le hollandais. Mais ça, personne n'en parle, personne ne le dit. Donc, bon, je vais me faire massacrer. Hein, je prends le risque. Allons-y. En Argentine, récemment, il y a une statue dédiée à la mémoire d'Anne Frank. C'est pas un problème. Le problème, c'est que Anne Frank n'a jamais écrit les mémoires d'Anne Frank. Il paraît qu'elle avait un style de bille. Exactement, qui est né 7 ans après ces écrits-là. Et puis en interne, c'est pas possible, ça ne tient pas. Donc je ne veux pas me battre contre ça, je dis, on est en train de vous enfumer, chers amis, secouez-vous. Allez voir si ce que je dis ou d'autres l'ont dit, puisque je ne suis pas le seul, je crois que le même Fourisson dont on a parlé tout à l'heure en a fait état. Il n'est pas le seul, il y a des gens justement, des Hollandais, des Espagnols, etc. Le problème, c'est que c'est sous voilà, sous le couvercle. C'est comme un peu ces structures. Alors là, les structures Inca, comment ils ont fait pour faire ce Machu Picchu à je sais pas combien de mètres? C'est là que se pose le problème que j'évoque sans le dire dans ce premier film. Tous les sites de l'équateur penché sont énigmatiques. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, ni qui, ni quand. Paf, terminé. Voilà. À partir de là, maintenant, les trolls peuvent m'assassiner verbalement, parce que physiquement, c'est mal barré. Alors, il y a plein de questions. Mais bien sûr. Alors, on me dit, selon vous, Zahi Hawass, durant sa longue carrière, a-t-il servi de chien de garde des secrets d'Égypte? Alors, Zahi Hawass... Non. Il travaille Pour pour rappeler, la maçonnerie. Oui, c'est était le patron du plateau de de toute l'égyptologie. l'égyptologie, en De toute plus. Tous les l'égyptologie. petits Je rappelle qu'avec Patrice, on est allé dans des sites où on nous interdisait l'accès, bien que moi, j'avais obtenu des autorisations spécifiques et tout, parce qu'il fallait la signature de Zahi Hawass. Or, il était en voyage aux États-Unis. J'avais essayé de le joindre sans succès. J'ai essayé de joindre Farouk Hosni, à l'époque, qui était le ministre de la Culture. Ils sont en étroite relation, mais ça, c'est la vie privée des gens. Bon, mais ils se font la guerre quand même. C'est une guerre de pouvoir. Bon. Donc on a joint Farouk Hosni qui a répondu immédiatement, je mets un hélicoptère à votre disposition, attendez mon retour. On ne pouvait pas, on n'avait pas prévu de rester aussi longtemps. Mais la personne qui nous avait répondu, quand on avait été bloqué, on voulait filmer des peintures qui étaient, donc que Gigal ne connaît pas d'ailleurs, tiens, pour en placer une, et qu'à mon avis, il ne connaîtra pas, mais bon, peu importe. Et il nous a dit, je ne peux pas vous laisser rentrer, Dr Zahi doit accompagner. Voilà. Alors j'ai dit, mais bon, c'est comme pour la BBC, il faut payer. J'ai dit, non, il faut Dr Zahi. Mais pourquoi? Mais parce que Dr Zahi, il est au-delà des étoiles. Voilà. Et après, j'ai dit, mais si on voulait venir avec de l'argent, c'est 1 million de livres anglaises. Donc voilà, on voit que c'est une interdiction technique. Ah, c'est comme ça que la BBC Exactement, obtient ses scoops exactement. d'aller filmer. Non, cela. elle l'obtient si elle fait, le show de Zahi Hawass. C'est tout. Sinon, mais lui, il a vraiment... Parce que c'est vrai qu'on c'est sait... la mainmise, il n'y a rien à dire. Oui, parce qu'il a quand même, on peut dire, eu un rôle très important, parce qu'il a occulté un peu dès qu'il y Alors, avait des gens une fois de dérangeants. plus, moi je me positionne ainsi. Il est bon et mauvais en même temps, Zahi Hawass. Il est mauvais parce qu'il m'a empêché pendant pratiquement 11 ans de faire ce que j'avais à faire pour vérifier ce que j'avais à vérifier. Mais bon, il l'a fait à l'égyptienne, c'est-à-dire me reçoit gentiment et tout ça. Et puis il dit, je t'appelle demain pour te donner une réponse. Et après, on le rappelle, il n'y a personne pour répondre, jamais. Voilà, c'est ça. Donc mais ça se comprend, c'est la manière normale pour ne pas être violent et interdire radicalement. Ça sous-entend, reviens peut-être une autre fois, on prendra le thé et tout le bazar. Bon. Et il est bon en ce sens qu'il protège aussi les sites. Parce que sinon, on a vu des gens qui se servent, qui cassent les trucs et qui les emportent chez eux, mais c'est un délire ça. Voilà, le problème c'est que c'est un héritage qui est pour tout le monde, il doit être protégé et rendu accessible. Et qui peut faire cela bien? C'est difficile à savoir. Qui a assez de finesse psychologique pour traiter? Parce que, grosso modo, si on regarde clairement, c'est les pouvoirs d'argent qui peuvent rentrer là-dedans. Et ils ne se gênent pas. Je rappelle, sans vouloir jeter la pierre à Gigal, que si elle fait des visites de l'Égypte en 10 jours à grosse somme d'argent pour les allumer du New Age, c'est son problème, c'est pas le mien. C'est bien de faire connaître l'Égypte, quoi qu'il se passe. Pourquoi? C'est que ça apporte de l'argent et du travail aux Égyptiens, ça fait plaisir à ceux qui y vont.
Là où c'est moins agréable, c'est quand Zahi Hawass fait par exemple la visite des pièces qui se trouvent creusées dans le sol Égypte sous le Sphinx. Et la visite à 3 700 € pour 25 minutes. Voilà. Ou qu'il empêche de visiter et filmer la Grande Pyramide, qui ne risque rien. Voilà. On a dû beaucoup négocier avec ces services. Oui, puisqu'à un moment dans le reportage, vous expliquez, ouais, on est dehors en train de filmer, et Ah vous ouais, dites que plusieurs immédiatement fois. la police vient juste Alors, parce que on vous avait pris filmez. des précautions de fond. C'est-à-dire, je vais donner un autre exemple. À une époque, j'ai été président de l'association Atlantis et je suis allé avec 30 personnes de l'association. Et d'ailleurs, extérieur à l'association, il y avait beaucoup de maçons d'ailleurs. 11 francs-maçons sur 30 personnes. Il y a eu un bazar, un pataquès considérable, mais que j'ai pu gérer le moins mal possible. Et on est allé chercher en alchimie de la matière première en Égypte, qui est l'une des moins mauvaises et les plus accessibles. Le problème, c'est que les Égyptiens ne savent pas qu'ils possèdent cela, qui n'est pas un trésor extraordinaire. On peut en trouver en France, mais c'est plus difficile, en Hongrie, en Bolivie, en Chine, etc. Mais nous, on était là, et j'ai dit. Donc, à peine arrivé le soir à Luxor, je suis allé dans le marché, et je suis allé, alors c'est pas facile de la reconnaître parce qu'il y a plusieurs minerais qui ressemblent, notamment comment dire, des minerais de plomb. Donc il y avait un administrateur avec moi, notre guide, etc., mais elle qui ne connaissait absolument rien de la minéralogie égyptienne. C'est ça le problème. On a des guides qui sont ignorants dans tous les domaines. Ils parlent comme un livre. On dirait qu'ils ont appris un bouquin. Fort heureusement, on a vu l'expérience avec ma femme, on était allé pour le plaisir, puisque c'était son premier voyage. On a rencontré donc un guide et immédiatement il s'est aperçu qu'il savait très peu de choses et qu'il me demandait, lorsqu'on faisait les commentaires, de donner mon point de vue sur ce qu'on voyait, etc. Voilà la différence. Et donc, en recherchant cette matière première, qui est un minerai relativement répandu sur toute la Terre, eh bien, au moment de partir en France, l'administrateur et moi, on s'est fait arrêter. Pourquoi? Pas parce qu'on avait ce minerai, mais ça a été le prétexte pour nous empoisonner la vie pendant 1 h 3 quarts. Parce qu'on s'était fait remarquer sur le site des colosses de même nom. Curieusement, c'est un endroit qui est extrêmement surveillé, de très près. Il y a des espions qui sont dans les arbres et qui communiquent, il faut le savoir. On n'a pas le droit sur ce site-là d'être plus de 3 ensemble à discuter. Donc moi, quand j'ai fait mon speech, immédiatement on m'est tombé dessus. On nous a demandé quelle habilitation. Notre guide, qui était une femme de très bonne qualité, a expliqué tout cela. Mais lorsque nous y étions avec l'équipe de tournage, on était 10 personnes. On avait pris les précautions de fond, c'est-à-dire on avait, entre guillemets, loué les services du plus grand avocat égyptien, qui est venu nous sortir de là, parce que on a eu des types des renseignements égyptiens, qui sont très élégants, très instruits d'ailleurs, qui savent leur métier à fond, et qui nous ont confisqué le matériel sur place, littéralement. Ils nous ont dit, vous restez là, vous ne bougez pas, etc., etc., votre matériel est confisqué, voilà. Ils ont peur de quoi? Je comprends pas. Ça, c'est là le problème. Ils ont peur de se faire dépasser dans ceci ou cela, c'est possible, ou parce qu'ils veulent faire régner un état de surveillance militaro-policière, etc. Et c'était la même qualité de personnes qui nous ont arrêtés à l'aéroport. Et donc le garçon qui était avec moi, Vincent de son prénom, un garçon extraordinairement dévoué, gentil comme tout, enfin bon, merci Vincent, avait peur, parce qu'il s'est dit, ça y est, on va se faire coincer de la même manière que quand on s'est fait coincer sur le plateau de Gizeh de nuit avec notre matériel, avec Patrice. Patrice a eu la peur de sa vie, c'est normal. C'était ma responsabilité, mais je vais expliquer comment ça devait se passer, ça s'est passé comme ça. Un jour, on pourra parler librement, on va vous expliquer le détail de ce qui nous est arrivé, soit parce qu'on a pris des risques qui étaient mesurés, soit parce que le tordu de Gollum nous a pourri la vie. Voilà. On pourra en raconter, même ma femme en a des kilomètres. Tout le monde d'ailleurs dans l'équipe de tournage en a des kilomètres. Donc Alors, pour être bref, ouais. on a pris des risques, on les a mesurés, etc., etc. Sinon on aurait pu se faire confisquer le matériel pratiquement un peu partout. Un peu partout, voilà. On me demande, alors il y a beaucoup de questions,
Sans trop en dévoiler, allez-vous aborder la question de l'utilisation de l'énergie électrique, voire de l'électronique par la civilisation des bâtisseurs? Ça viendra en son temps. J'ai 7 films, il y en a un qui était l'esquisse de ce que je souhaitais apporter, mais pas Une tout. petite intro finalement, la révolution des Exactement. pyramides, on ne sait pas grand-chose, C'est c'est à ça. la limite Parce qu'on du est un peu ridicule. sur notre fin, hein, c'est pour ça. Hein. Quand vous verrez le deuxième opus, qui sera entièrement consacré à ce que j'ai découvert, vous apercevrez que l'introduction est littéralement ridicule. C'est-à-dire, on a effleuré la chose simplement pour mettre en place le questionnement qui viendra après. Donc on a posé globalement. En fait, je vais vous dire plus exactement. Quand on a vu que le Gollum nous pourrissait la vie, le premier opus, normalement, il ne devait qu'être consacré à la Grande Pyramide et à tous ses secrets. Mais là, il y a encore énormément de boulot à faire. Donc on va présenter ces choses-là au fur et à mesure. Donc, voyant cela, comme il nous avait piqué les droits du scénario, il nous tordait le poignet quand on travaillait. Donc j'ai dit à Patrice, bon, ce tordu-là, de toute façon, il va se faire piéger puisque je vais donner le deuxième travail qu'on va intégrer au premier. Comme ça, s'il veut le voler, ben, il trouvera un os puisqu'il va falloir qu'il prouve que ce qui se trouve dans ce film lui appartient d'une manière ou d'une autre. Bon, on va voir ce que ça a donné. Donc j'ai décalé les opus de telle manière que, voilà, et en disant, on va remettre de la pyramide dans les autres suivants, parce qu'il y a vraiment de la matière, et la preuve est là. Tout se situe là-dedans. Si quelqu'un veut l'étudier, il a tout ce qu'il faut dans le premier... voilà, il suffit d'être attentif à tout. Je rappelle quand même que le record, c'est 360 fois vu dans la même année par quelqu'un, je ne connais pas, mais bon, il me l'a dit. Et d'autre part, on a une particularité en tant que film documentaire, c'est qu'on a remonté le moral à une quantité invraisemblable de personnes. On a pratiquement toutes les semaines une ou deux personnes qui disent soit je croyais pas vivre plus longtemps, j'ai vu votre film, ça m'a remis d'aplomb, des choses comme ça, donc très intense. Et d'autre part, d'autres qui disent j'étais dégoûté par les maths, mais maintenant j'ai le plaisir à réapprendre par moi-même. Donc ça, on est très content de cela, c'est notre pays, ça. Vraiment, moralement, on est content du résultat. Ce que j'attends, c'est qu'on puisse passer au suivant, parce que là, comme je vous dis, ça va être le tremblement de terre culturel, le tsunami universel. Voilà, ce que j'avais mis dès l'entrée de mes bouquins, j'ai mis, attention, Révolution en marche, je ne sais pas jusqu'où ça ira, ni comment ça ira, mais à mon avis, ça va se... Voilà. Donc je le dis, maintenant on me croira immodeste, et quand on verra le film, peut-être on aura une autre opinion. Alors, une petite dernière question avant la pause. Il y a eu récemment, enfin récemment, c'est déjà quand même un certain nombre d'années, une expédition qui nous avait montré qu'il existait un espèce de couloir qui partait, je crois, de la chambre du roi, comme ça, et qui s'enfonçait dans la pyramide. Alors, ce sont ce qu'ils appellent les couloirs d'aération. Alors voilà, voilà. C'est de ça que je voulais d'abord, parler. il faut... On nous dit que ce sont des couloirs d'aération, mais voilà. bon, C'est l'ingénieur allemand Rudolf Gantenbrink qui est à l'origine de cette recherche. Il a réalisé un petit robot capable d'entrer dans 20 cm sur 21, c'est-à-dire la taille de ce prétendu conduit d'aération. Voilà. Moi, je dis très simplement, vous aurez l'explication le moment venu, mais en aucun cas, ça ne peut être des conduits d'aération, ni même de visée spatiale ou sidérale, pour la raison que j'expliquerai dans mes films. Mais là, en l'occurrence, donc, il a été voir dans les deux, mais il y en a un qui était obstrué, donc il n'a pas continué, il a pris l'autre, il est allé jusqu'au terme de la possibilité, et il y avait une plaque de calcaire avec deux chutes de cuivre. Qui semblait qu'on pouvait l'ouvrir, en fait. Mais de l'autre côté. Oui, de l'autre côté. Donc Zahi Hawass a fait immédiatement arrêter l'investigation, il a repris ça à son compte en disant grâce à l'Égypte, on a fait une découverte de premier plan, et il a dit à Gantenbrink, tu te casses, machin, on t'a assez vu. Et il a fait venir les Américains par le biais de la maçonnerie, puisqu'il est maçon, Zahi Hawass, comme tout le monde d'ailleurs, pratiquement sur Terre, qui se prévaut d'un pouvoir, d'une possibilité, etc. Et ils ont refait la même chose, mais en passant derrière la plaque, puisqu'il y avait juste un petit trou en bas à droite dans la dite plaque, et avec un matériel d'optique. Et là, surprise, stupéfaction totale, la chose la plus inattendue, une autre fermeture exactement la même, 60 cm derrière. Donc il s'explique mal la chose. Alors lui il pensait rentrer dans l'histoire par une découverte épouvantablement splendide, une chambre nouvelle, ben là il l'a eu, vulgairement parlant, dans l'os, et profond. Voilà. Donc, ça lui a servi à rien d'autre que se ridiculiser. D'accord.
Mais c'est Et pas ça, fini cette histoire, parce qu'on sait pas toujours, on sait toujours pas ce qu'il y a. Donc, je donnerai mon point de vue sur Chambre secrète. Voilà. Maintenant, je pourrais dire du mal des gens qui recherchent des chambres secrètes, par exemple Philippe Lheureux, et j'ai le même point de vue. Philippe Lheureux, c'est très bien qu'il recherche. S'il avait évité de m'égratigner, je n'aurais jamais fait quoi que ce soit. Maintenant, on sait que sa théorie prend l'eau, hein. J'ai décrit ça comme les toilettes universelles au milieu du désert. Bon, bah oui, bah oui. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en science, il y a des exigences qu'on appelle philosophiques ou épistémologiques. Il faut que toutes les choses soient congruentes dans un contexte. Maintenant, justement, dans le prochain film, je vais m'occuper de ce qui n'est pas congruent dans le contexte, qu'on appelle OOPART chez les Américains, c'est-à-dire Out of Place Artifact, ou qui s'appelle, dans mon langage, technisme, c'est-à-dire un truc qui est d'aspect technique et qui n'a rien à faire dans tel endroit à telle époque. Et je vais montrer qu'ils sont tous englobés dans des ensembles cohérents sémantiquement et qu'il y a une logique de développement de la chose qui démontre qu'il y a une civilisation antérieure et supérieure à la nôtre, unifiant la Terre et probablement en contact avec d'autres civilisations. C'est pour ça que ça risque de secouer beaucoup, parce que je vais donner des preuves. Voilà. d'accord. Bon bah, voilà, on a l'eau à la bouche. Hein, on va faire la petite pause en attendant. Alors, justement, imaginez-vous que je prenne le risque de raconter n'importe quoi, je serais grillé entièrement. J'arrive à 60 ans pour me griller l'existence, c'est un peu insensé ça. Il faut avoir une logique de la chose. C'est justement, j'ai attendu, et la première chose que j'ai dite à Patrice, j'ai dit, j'attendrai d'avoir 50 ans. J'en avais 48 à ce moment-là. Voilà, j'attendrai d'avoir 50 ans pour faire quelque chose. J'ai pris un peu le pas parce que je m'étais dit, quand j'avais 15 ans, mais qu'est-ce que je vais faire avec ce travail? J'ai essayé de le démonter dans tous les coins, ça tient debout, et plus je travaille dedans, plus ça me donne des informations. Je me suis dit, je vais avoir ici le mec, le folding de la Grande Pyramide, il a 15 ans, il prétendra que tout a été découvert, ce qui est à peu près vrai. C'est-à-dire qu'en 2 ans et demi, j'avais pratiquement tout l'ensemble de ce que vous avez vu dans le premier film. Simplement parce qu'il y a une intuition à avoir. L'intuition, elle n'est pas entièrement liée à la personne. Je donne l'exemple suivant. Quand je me suis intéressé à l'égyptologie, c'est parce que j'étais en classe de 5e ou 4e, une ânerie comme ça, et qu'on me rebattait les oreilles en disant les Égyptiens ont un principe du bien et un principe du mal. D'un côté, nous avons Horus, de l'autre côté, nous avons Seth. Ça fait 8, hein. Enfin bon, je plaisante. Mais il disait aussi, il y a le Nil, sur le côté gauche, c'est les vivants, sur le côté droit, c'est les vivants, sur le côté gauche, c'est les morts, etc., etc. Tout était polarisé. On voit, par exemple, sur les colosses de même nom, il y a un grand nœud qui s'appelle Sematawi, ça veut dire la jonction entre l'Égypte du Nord et l'Égypte du Sud, ou l'Égypte chaude et l'Égypte humide. Bon, des tas de trucs comme ça. Et puis, je me dis, s'ils pensent comme ça, peut-être qu'il faut penser comme ça pour comprendre cette grande pyramide, puisqu'apparemment c'est à eux qu'elle est attribuée, et ils vivent à côté. Et au minimum, ils ont fait vivre cette pensée-là. Donc je me dis, si ça c'est l'endroit le plus central du monde, comme le disent les astronomes, quel est l'endroit le plus excentré qui correspondrait du point de vue polaire? Et je trouve l'île de Pâques. Et sur l'île de Pâques, polarité parfaite avec des liens très puissants, etc. Je m'étais amusé à laisser entendre cela. Beaucoup ont vérifié, ont trouvé cela. Mais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai découvert moi, parce que je me suis attaché à la chose pendant des années et des années. Et quelquefois, alors là, ce qui prend le plus de temps, c'est pas tant la découverte elle-même, c'est là la formaliser ou la formuler dans un langage que tout le monde comprend. Voilà. Et je pense que ça a été conçu comme cela. Donc c'est accessible même avec une pensée pourrie comme celle d'aujourd'hui. Bon bah on va faire une petite pause et puis la régie. Je vais pouvoir manger du fromage. Bah voilà, le grand vainqueur, je le sens bien. Bah vas-y, la régie à nous. Voilà, donc de retour après la petite pause, toujours avec Jacques Grimaud. Il y a eu du pâté. Hein. Ouais, c'est bon, du très bon pâté. On va prendre un peu justement aussi, alors les questions, parce que là il y a énormément de questions des auditeurs. Alors on ne pourra pas tout répondre à tout, hein, je préfère vous le dire d'entrée pour pas qu'il y ait des déçus. Alors, on va en prendre plusieurs déjà. Alors, on me dit, le Sphinx et les pyramides ont-ils une relation, un rapport où les deux constructions distinctes sont-elles distinctes et d'époques différentes? Je pense que c'est... Alors, il y a une différence fondamentale, c'est une forme de secret. La différence fondamentale est très claire. Le Sphinx, c'est une statue, c'est-à-dire c'est un bloc de calcaire qui a été façonné, sculpté,
pour représenter, comme je l'ai dit dans le film, l'axe, le verso qui était Ange avant et Lion. Donc la chose, ça n'est pas seulement ça, je le dirai dans d'autres films. Alors j'ai eu la remarque que oh oui, mais je renvoie toujours au film suivant, c'est n'importe quoi, Oui, il y en a etc. beaucoup qui disent Alors ça aussi. oui, mais il y en a beaucoup qui n'écoutent pas. J'ai dit, le premier film, c'est un film de Patrice. Je ne me suis pas impliqué plus haut que les personnes qui ont participé. Il y avait d'autres théories, tout ça. Et moi, je dis très clairement, ce que j'avance, ce ne sont pas des théories, ce sont des démonstrations complètes sur faits que je peux montrer, etc., etc., et des raisonnements que tout le monde peut critiquer, attaquer, et évidemment, voilà. Moi, j'y suis pas parvenu en plus de 40 ans, donc j'imagine qu'il y aura certaines difficultés. Donc ceux-là n'ont pas entendu, et si je renvoie à d'autres films, c'est qu'on entre dans la partie démonstrative. C'est-à-dire, comme je l'ai dit au début, on va trouver des choses impossibles à comprendre. Parce que ça nous dépasse. Non pas parce qu'on est une intelligence incapable, c'est que les conditions que nous impose la fausse histoire pour comprendre les choses, soit la fausse histoire éclate, et ça va se produire, et auquel cas on voit la vérité des choses telle elle est, soit on continue à essayer de comprendre avec le cadre historique faussé, et là on ne comprend rien du tout. Voilà, moi j'ai mis longtemps quand même, j'ai mis environ 16 ans avant de me libérer du casque, où on est obligé de penser dans l'histoire, dans la religion, dans la politique et tout ça, mais c'est du vent tout ça. C'est un conditionnement comme un autre, on peut s'en libérer, il s'agit d'y penser. C'est-à-dire, est-ce que je pense vraiment de manière autonome? Ça, c'est une bonne question. Donc, quand quelqu'un se pose la question, est-ce que je pense de manière vraiment autonome, aussi bien d'ailleurs en ce qui me concerne, c'est-à-dire la personne doit se prendre elle-même entre quatre yeux et se dit, voilà, je vois le problème tel qu'il est parce que j'ai rien oublié, j'ai rien ajouté, rien retranché, il est là le problème, et qu'est-ce que je peux tirer de cela? Voilà. Maintenant, il est conseillé très vivement de voir les choses dont on va parler. On n'aurait pas parlé, par exemple, du disque de Sabou si on n'avait pas pu le filmer. On l'a filmé malgré les interdits. Il est impossible de filmer normalement dans le musée Mariette. Lorsqu'on a présenté ça à des amis musulmans, on s'est fait vraiment engueuler en disant quoi, vous avez osé dépasser les interdits, vous manquez de respect à l'Égypte, etc., etc. Bon, Ah ouais, ils l'ont bon. mal pris. Hein, Oui, ouais. mais j'ai dit entre l'Égypte et la vérité historique et culturelle, que faut-il choisir? Mettez-vous à notre place. Certes, on manque de respect à l'Égypte, mais l'Égypte ne manque-t-elle pas de respect à l'histoire? Paf. Là, ça s'est un peu calmé parce qu'ils se sont dit, zut, en effet, là, la question est difficile à résoudre. Voilà. Donc ça, on en a rencontré des objections intéressantes, valables même. Mais moralement, c'est le vrai qui dépasse l'ensemble. C'est le bon, c'est le juste, le beau et toutes ces choses-là. Moi, il n'y a que ça qui me motive sur Terre actuellement. Si on doit parler de politique, alors autant sortir les poubelles, c'est pareil. Bon, alors, il y a j'espère que c'est bien réglé tout ça. voilà, il y a d'autres questions. On me dit aussi, que pensez-vous des squelettes géants et des crânes allongés? Alors, les squelettes géants, j'en ai pas moi-même rencontré. J'ai rencontré des squelettes, mais avec des anomalies génétiques avérées dans le squelette, enfin macromégalie, enfin des acromégalies et tout ça. Mais pour ce qui concerne les crânes allongés, il y a deux problèmes qui seront solutionnés dans les films suivants, une fois de plus. Le premier est celui-ci. Est-ce que c'était fait pour imiter quelque chose ou pour obtenir des capacités mentales, psychiques, etc., etc. Et là se pose le problème suivant. Les méthodes de déformation, elles ont été inventées par les modernes sur les affaires anciennes. On n'a pas, à proprement parler, directement des moyens de vérifier si ces méthodes sont exactes. Mais ce que je constate, moi, en tant qu'entre guillemets anatomiste et physiologiste, c'est que la quantité d'os nécessaire pour faire un crâne du double du volume du crâne humain, d'où on la tire. Voilà, j'aimerais bien qu'on fasse des expériences de... Ça ne se peut pas, évidemment. Mais ça me pose problème. C'est-à-dire que, grosso modo, quand j'ai calculé, moi, le volume des crânes qu'on trouve au musée de Ica, au Pérou, c'est 2 fois le volume du crâne humain habituel. C'est-à-dire, on passe à 23 000 cm3.
Ce qui veut dire que Pardon, 2300, je suis en train de délirer. 300 centimètres cubes. Non, mais ce qui veut dire que parce C'est que le cette T qui... technique avec soi-disant des pierres qu'on mettrait. Ça, c'est possible. Moi, je ne l'affirmerai pas. Il est possible que ce soit ça, mais il n'est pas sûr non plus. Et d'autre part, on a quelques crânes qui portent un questionnement profond, à savoir qu'ils n'ont pas la même conformation que le crâne ordinaire. C'est-à-dire, on a deux plaques ici, le frontal, etc. Ben voilà. Donc quand on les a dans les mains, on se dit là, il y a un problème sérieux. Quand on les voit sur Internet, on se dit là, il y a un autre problème sérieux, on fait prendre des vessies pour des lanternes, mais quand on voit la masse crânienne et qu'on cherche si c'est du montage et tout ça, là, on se dit là, il y a un problème. C'est pas un crâne humain ordinaire. Mais moi, je le sais, puisque je suis allé sur place vérifier certaines choses, il y a d'autres types humanoïdes très proches de l'humain qui ont existé et dont on trouve de temps à autre des... Voilà. Donc on verra ça le moment venu quand on en traitera, puisqu'on traitera de tout en réalité. Et on a trouvé des crânes aussi en Égypte, des crânes allongés comme ça. Bien sûr, il y en a plein. Tout le musée d'Aswan, c'est une merveille ce musée. Il faut y aller, même si c'est, comment dire, isolé et tout ça. Il faut y aller parce qu'on voit des merveilles de sculpture qu'on ne verra nulle part ailleurs dans le monde. Une précision diabolique sur des pierres très très dures. C'est un peu comme le crâne de cristal, sauf que c'est multiplié par 300-400 pièces, et c'est des visages de type humain. Et ça, c'est une légende ou pas, ces crânes de cristal? C'est un autre sujet. Et, pour moi, il y en a un qui est à peu près correct, les autres, c'est presque foutaise. Enfin bon, on va pas rentrer là-dedans. Il y a d'autres questions, à mon sens, allez. plus importantes. Alors, Produit New Age. alors, on me demande, que savez-vous du Poimandre et Hermès Trismégiste selon Alors, certains Poimandrès et Hermès de mes Trismégiste. soutes, le savoir de ce monde serait contenu dans ce livre. Est-ce vrai? Quelle notion d'alchimie nous est présentée dans cet ouvrage? Alors, pose-lui cette question hyper importante. Importante. Que savez-vous du Poimandrès et d'Hermès Trismégiste? Alors, Hermès, c'est la version de Gérotitot des Égyptiens à la manière des Grecs. En fait, le mot Hermès, curieusement, c'est un mot égyptien. Ça veut dire le maître de la lune. En fait, si je traduis bien, le régent ou le tuteur de la lune. Alors maintenant, quand on sait que son nom transposé chez les latins, c'est Mercure, allez voir des photos de la Lune et de Mercure côte à côte et vous allez comprendre quelque chose. Et quand vous verrez dans les films prochains la relation qui unit la planète Mercure à la Lune, du point de vue astronomique, alors là, vous allez en tomber de très haut. Tous les trolls vont être sacrifiés sur l'autel de la vérité. Pour moi, ça va me faire un grand plaisir. Soulager le monde de cette bande d'ahuris, ça sera pas mal. Alors, il y a ça. Maintenant, Poimandrès, c'est le bon pasteur, mais c'est presque pas du grec dedans. Il y a beaucoup de jeux de mots, comment dire, en égyptien. Voilà. Donc, je dis, attention, c'est comme la table d'émeraude qui est prêtée à Hermès, c'est un texte codé, c'est-à-dire kabbalistique. Alors c'est rigolo de dire kabbalistique, ça veut dire, qu'on doit à un cheval. Or, il n'y avait pas de chevaux en Égypte. Donc on va se poser la question de savoir pourquoi cela. On se référera, auquel cas, à la constitution humaine qui est donnée par les Égyptiens à l'être humain, justement. Le K, le bas, et la lettre L, l'ordre entre ces deux-là. C'est ça qui fait la chose. Or, si on le traduit de manière directe et immédiate comme je le fais, c'est l'adéquation du comportement à la pensée subtile. Voilà ce que ça devrait vouloir dire. Or, c'est exactement ce que fait le vocabulaire ancien, originel par rapport au vocabulaire actuel. Ça remet les choses en place selon le plan général du sens dans l'univers. Parce que ce que l'on cherche, qu'on le veuille ou non, dans l'univers, c'est le sens. Tout a l'air ordonné, harmonieux, etc. Et on dit, ben non, personne n'a fait ça, c'est le hasard. D'accord, mais vous essayerez le hasard, par exemple, jouez aux échecs au hasard, vous allez voir les résultats. Hein. Faites la vaisselle au hasard, tiens, mettez du sel à la place du savon, qu'est-ce que ça a donné? Bon, et on va changer, à la place du sel, on va mettre du sable, peut-être on aura des heureux... Bon, je veux dire, ça tient pas debout. Maintenant, ça n'oblige pas à croire à un dieu barbu et tout le bazar, et le dieu des institutions. Mais on est obligé de dire, il y a quelque chose qui nous dépasse, et il y a un ordre. Il y a un engagement de tout, à travers tout. On est tous réciproquement responsables de nous-mêmes, parce que si on réfléchit un petit peu, nos parents, leurs parents, etc. Ça nous amène à une origine qui est totalement inconnue et que personne n'explique, personne ne donne. Il n'y a que la Bible qui dit il y a Adam et Ève. C'est bien, Adam ça veut dire l'indomptable et Ève la vie. En effet, la vie est indomptable, mais c'est un couple. On pourrait décomposer cela parce que les anciens l'ont fait directement dans la chair des mots. Mais j'en viendrai petit à petit expliquer ça, parce que c'est déjà
même à raison de plusieurs cours par semaine et de manière suivie pendant des années, même ça, c'est pas évident. Parce qu'on est formé dans une contrainte adverse. On est formé à comprendre les choses de manière linéaire, alors que les anciens connaissent de manière globale. J'aurais dit organique. Nous, on va, faire des jeux où le domino, par exemple, dominer. Eux, par rapport au domino, ils jouent aux échecs. On voit qu'il y a une différence considérable de niveau. C'est ça le problème, et tant que je ne suis pas parvenu à faire entendre ma pédagogie, parce que c'est le premier film, hein, on n'a même pas lu les bouquins, on critique comme des malades. Bon, moi je veux bien, là, tous les gens qui font des critiques, je veux bien qu'ils viennent sur le terrain, on va bien rire, on va dire, voilà si c'est connaître ou pas. Voilà. Il y a d'autres questions. Oui, il y a plein de questions. On me dit, que pensez-vous du professeur Klaus Donat et de sa série d'artefacts photographiés? Je ne sais pas que c'est un professeur, première nouvelle pour moi, et c'est intéressant les rapprochements, mais c'est pas le fait de rassembler des pierres qui fait un mur. Moi, la différence fondamentale entre ce qui a été donné, par exemple, par Danneken, Charroux, Donat et tout le bazar, c'est que, je dis, il y a une pensée organisée, très puissante, très haute, très généreuse en même temps, qui nous donne des messages. Il faut aller les chercher, et voilà. Faire que ce que fait Klaus Donat, c'est bien, mais ça ne fait que justifier l'RDP, rien de plus. Voilà. Alors, à un moment dans le documentaire, il fait allusion à deux murs où Pharaon, sur le premier, présenterait à son fils la liste des souverains qui les ont précédés. Sur le deuxième, il ferait allusion aux grands anciens qui auraient construit la civilisation. Pouvez-vous nous en parler? Alors, il y a en fait trois catégories d'individus et trois zones. Ça, c'est Manetton, c'est-à-dire le seul Égyptien qui ait donné aux Grecs des indications sur la succession historique des dynasties. 31 dynasties en 31 siècles d'Égypte, c'est pas mal. Mais il y a des problèmes. Il y a eu des problèmes dynastiques, parce qu'il y a des familles qui en excluaient d'autres, etc. Et tout ça est resté relativement obscur. Mais ce que l'on doit reconnaître, c'est que Manetton, il donne une chronologie dynastique très précise, qui va sur 365 000 ans et 23 mois. C'est curieux, ça correspond à une année. Une année, ouais, Voilà. Déjà, si on comprenait ça, on s'apercevrait qu'il propose des choses kabbalistiques. Quand on a des choses doubles, c'est qu'elles sont à entendre sur le modèle mercurien. Ça, c'est une chose qui relève, quand je dis Gigal, si on venait là, tiens, je lui proposerais des textes, et je lui dirais, vas-y ma grande, traduis. Et je lui ferai la correction après, comme je la ferai à n'importe quel égyptologue qui ne comprend rien à l'Égypte et à l'hiéroglyphie. Parce qu'on ne comprend rien à cela. Je vais donner comme exemple, que j'ai déjà offert plusieurs fois. On prend les textes qui ont paru sur la traduction de ce qui est sur l'obélisque de la place de la Concorde, qui était à Luxor avant. Eh bien, toutes les traductions sont différentes. Comment ça se fait? Le sens n'y est pas. Et on voit Gérard de Nerval qui dit « Moi, j'ai voulu étudier l'hiéroglyphie, j'ai étudié avec truc, avec machin, avec bidule, aucun résultat valable, donc j'ai cessé. » Voilà. Il y a l'abbé Affre, qui était, chanoine à Amiens, qui a fait paraître un bouquin qui démonte entièrement la manière dont Champollion lit l'hiéroglyphie. Et pourtant, c'est ça qui fait, on va dire, office. Ah, c'est curieux, on lui a dit de se taire et qu'il aurait une rente, et en même temps, il serait archidiacre à Paris. Ça s'est fait, en effet, voilà, les choses sont comme ça. De la même manière, certains égyptologues se sont vus intimer l'ordre de ne plus parler des Égyptiens monolâtres, parce qu'en réalité, les Égyptiens sont des monolâtres, c'est-à-dire ils n'adorent, entre guillemets, qu'un seul Dieu. Oui, en fait, ils sont monothéistes, c'est ça? Ah oui, monolâtres. Ah, c'est quoi la différence? Ils sont polythéistes parce qu'il y a beaucoup de dieux qui sont présentés, mais ils ne croient qu'en un seul Dieu créateur des autres. Et celui-là, on n'en parle jamais. Mais il est dit comme étant... c'est Champollion qui dit, son vrai nom, c'est Djerotitot. Et on n'en parle jamais parce que rien ne peut le décrire. Donc ça, c'est dans un bouquin facile à trouver, le Panthéon égyptien. Voilà. Alors la difficulté pour le citer, c'est qu'il n'est pas folioté, il n'y a pas de numéro de page. En revanche, il faut tenir compte des formes et des couleurs, parce que ça aussi, ça parle dans la manière d'écrire des Égyptiens. Telle couleur codifie tel état, etc. Et tout cela, c'est par strate. On ne comprend que quand on met dans la bonne strate. Ainsi, pour faire un exemple simple, vous avez le soleil. C'est un cercle pointé.
C'est intéressant parce que le cercle, c'est une ligne et le point, c'est un point. Or, c'est les deux zones, si je puis dire, de la pensée mathématique et géométrique. On peut se dire, le point en mouvement, ça va faire une ligne et tout ça. Donc là, on va pouvoir réfléchir. Et le centre de la géométrie, c'est le cercle pour les anciens. Mais si on prend ce cercle pointé dans le domaine médical, ça va représenter le cœur, c'est-à-dire la chose la plus isolée, centrale et nécessaire à la vie. Si on est dans le contexte astronomique, c'est le soleil. Je rappelle que soleil, c'est anagramme de isolé. Est-il isolé ou non le soleil? C'est un astre? Oui. Astre et être, c'est le même mot en ancien français. Un âtre où on fait du feu, c'est le feu de l'astre, pareillement. La différence, c'est que... Enfin bon, je n'arrêterai pas. Non, mais c'est bon, c'est pour dire qu'il y a une méthodologie à connaître qui permet de prendre le sens des anciennes langues sans trahir quoi que ce soit. Je ne modifie absolument rien. Tout à l'heure, j'ai fait l'anagramme de Dieu. J'aurais pu le faire. Moi, par exemple, je traduis mieux les textes en hébreu d'origine biblique que l'hébreu moderne, pour la raison que c'est entièrement falsifié, l'hébreu moderne. Alors, l'hébreu moderne, tu me dis que c'est né une en langue qui a été 1850. inventée en 1850. Ça, à l'origine, l'hébreu n'est pas une langue, c'est une écriture. Voilà. C'est l'araméen qui est une langue. Maintenant, les relations entre les deux, elles ne sont pas exactement connectées parce que l'histoire a fait son travail de désagrégation et tout ça. Bon, l'hébreu moderne, c'est de l'hébreu moderne, point barre. Il n'y a pas essayé de trouver de l'hébreu ancien dans l'hébreu moderne. Voilà. Ça n'a rien à voir, quoi. C'est deux langues qui ont été complètement... Et puis ça se sait. On sait que l'écriture hébraïque, avec plein et déliés, ça s'appelle écriture assuri, c'est-à-dire assyrienne, pour être clair. Et en fait, on entend H, W, R, Y. Mais ça, je ne vais pas rentrer dans le secret de la chose, mais je l'expliquerai dans les films. On voit comment les anciens ont constitué la langue d'origine qui s'est brisée avec l'histoire de Babel, babillage en français, on commence à dire n'importe quoi, bégayer aussi, etc. Par exemple, on dit ton blaze. Oui, blaze, ouais. Blasonner, c'était montrer par des images le contenu de quelque chose vocalisé. C'est-à-dire, c'est une pratique à l'égyptienne, hiéroglyphique. Glyptique en réalité. Mais blaiser, en ancien français, ça veut dire bégayer, être incapable d'exprimer quelque chose. On voit que tout ça, c'est lié. Donc, tôt ou tard, il va bien falloir admettre cela, qu'il y a une construction du langage, comme il y a une construction de la physique, de la chimie, etc. Voilà. J'ai vu, passer des noms ici. C'est comme ça que je repère rapidement. Oui, il y a Emmanuel Velikovski, je ne ferai pas de commentaire parce que c'est pas la peine. L'essentiel est donné, mais pas du tout sous la forme que je propose. Oui. Donc, ce que je proposerais, c'est de recouvrir tout cela de manière directe et indirecte dans les prochains films. Il est clair que, et je répète, si on me reproche de donner dans les prochains films, de faire des promesses vides, c'est faux. Je rappelle, le film qui est connu, c'est celui de Patrice. Après, ma marque sera bien plus évidente puisque je donnerai les contenus de ce que j'ai simplement divulgué à peine à Patrice. Mais toi, tu voulais pas trop te montrer quand même dans le premier J'aurais film, souhaité ne pas me montrer. Et même pour les suivants, c'est quand Patrice s'est fait mouliner par tous ces trolls-là et qu'il n'en pouvait plus, je lui ai dit, t'inquiète pas, je vais venir dans l'arène, on va combattre ensemble, pas de problème. Et j'ai donc pris ma place et j'ai dit, bon les trolls à vous, venez, qu'on rigole, un petit peu. Voilà. Alors, on me dit, pensez-vous que pensez-vous des correspondances mises en évidence par David Percy entre le site de Sidonia, Planète Mars, et Silbury en Angleterre? Alors, c'est très bien fait. Il y a une quantité de données parfaitement exacte. Mais avant d'en avoir la démonstration absolue, il faudrait que j'explique Stonehenge et le site de Nebula en même temps et leur relation avec l'équateur penché. Donc je donnerai mon opinion étayée, démontrée, etc., au moment où ce sera possible, parce qu'il y a une montée en puissance que je ne veux pas d'abord stériliser en donnant les éléments constitutifs et surtout pas fausser. Quand je donne des informations, on a la moitié des gens qui partent à côté du contenu, qui ne l'ont pas compris dans le sens dans lequel je l'offre. C'est parce que cette mentalité n'est pas encore... Voilà. En réalité, j'ai plus de résultats auprès des intuitifs et des artistes, même peu instruits des sciences, tout ça, que chez les gens qui raisonnent. Voilà le problème. Ils raisonnent comme un tambour, c'est-à-dire c'est creux. Ils ont des habitudes mentales, ils n'en sortent pas. Bon, tant qu'ils ne sortiront pas de ces habitudes mentales, ils ne saisiront pas vraiment ce que sont les mathématiques.
Je ne donnerai pas d'exemple là, mais c'est les mathématiques et leur écriture actuelle qui enferment les physiciens. C'est quand même catastrophique. Et on préfère faire taire les faits que de casser les théories. Tout ça, certainement, parce qu'on se dit, si on casse la théorie, notre crédibilité va se retrouver affectée, on ne voudra pas donner de l'argent. Mais quand on donne de l'argent aux savants de nos jours, c'est comme si on donnait de l'argent pour la guerre. Hein. Enfin bon, c'est mon opinion. Et je sais ce que je dis, et j'étais bien placé pour le savoir. Enfin bon. Alors, on me dit à un moment du... non, j'ai déjà pris tout à l'heure. Alors, je vois, vous allez sortir prochainement un livre sur Fulcanelli. Fulcanelli, Voilà, pouvez-vous en bon, parler? c'est un petit peu hors sujet, mais Fulcanelli, ces bouquins, les deux, Le mystère des cathédrales et Les demeures philosophales, sont le modèle parfait du bouquin moderne sur le modèle ancien. C'est-à-dire que c'est entièrement crypté-codé, mais avec une élégance, une limpidité de l'utilisation de la langue française qui laisse estomaquer. Moi, ça fait quand même quasiment une vingtaine d'années que je donne des cours sur les contenus kabbalistiques en alchimie et dans d'autres domaines.